Eureka avec Viteos. 10 ans à vos côtés. Ah, quel bonheur de profiter des joies de l'hiver. Aïe, enfin, quand il y a assez de neige. Tiens, ça me fait penser, le manque de neige est forcément dû au dérèglement climatique, non ? Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux différentes formes que peut prendre l'énergie dans notre quotidien. Aujourd'hui, on s'intéresse aux conséquences du réchauffement climatique sur la neige de plus en plus rare dans nos montagnes. On a pu le constater cette année encore. On verra avec le directeur du jardin botanique de Neuchâtel que les hivers pas assez ou trop enneigés peuvent avoir un impact sur la faune et la flore. On ira également visiter la nouvelle patinoire de Fleurier et ses installations techniques qui limitent la consommation d'énergie. Mais d'abord, on part en balade avec Yann Engel, le directeur de l'Office du tourisme de Neuchâtel, sur les traces de l'or blanc. Yann Engel, notre premier témoin, et votre serviteur, marchons sur les hauteurs de la vue des Alpes. Non, ce n'est pas le Yeti en bleu, c'est bien moi, un peu empoté, avec des raquettes sous les pieds. Une couche de neige était tombée la veille, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. En effet, une étude récente de l'université de Neuchâtel, en collaboration avec d'autres instituts, montre qu'en Suisse, quelle que soit l'altitude ou la région, la neige tombe 12 jours plus tard et disparaît 25 jours plus tôt qu'en 1970. Une baisse de 25% en moyenne de la hauteur maximale annuelle de la couche de neige due au changement climatique a également été constatée. Le réchauffement climatique, c'est pas qu'une vue de l'esprit, même ici dans les montagnes neuchâteloises. On a toujours eu des cycles, déjà dans les années 90, on a eu plusieurs hivers de suite sans neige, mais la tendance générale, on voit que les conditions deviennent de plus en plus problématiques, et surtout à partir de 1000 mètres. En dessus de 1000 mètres, à partir de 1200 mètres, il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Auparavant, la neige arrivait en décembre, on avait très souvent un Noël blanc, alors que maintenant, la neige arrive janvier, voire février. Vous vous adaptez, vous les professionnels du tourisme, à ces changements ? Oui, bien entendu. Principalement le fait que la piste elle soit à une certaine altitude, qu'elle passe aussi dans des combes à l'ombre. On remarque aussi à la fonte des neiges au printemps que la neige reste plus longtemps à certains endroits qu'à d'autres. Donc il faut passer là avec les pistes. Ça, c'est une des adaptations. On a aussi maintenant des réflexions quant à mieux utiliser les neiges qui sont poussées sur les parkings, par exemple à la vue des Alpes, les déplacer à quelques mètres de là pour faire une piste d'1 kilomètre ou 1,5 kilomètre, par exemple. Des solutions comme le stockage de neige, comme par exemple le snow farming, où vous stockez la neige à la fin de l'hiver et vous la recouvrez d'1 mètre de copeaux. C'est des techniques qui sont utilisées depuis maintenant de plus de nombreuses années dans les régions touristiques de Suisse, Davos, entre autres. Alors, il existe aussi une autre alternative au manque de neige, c'est la neige de culture. Oui, c'est une option qui est déjà largement usitée dans d'autres régions de Suisse. C'est encore un sujet qui est très sensible dans notre région, un petit peu tabou. Pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'on dit que ce n'est pas écologique. Alors est-ce que de faire de la glace artificielle en hiver pour les patinoires, est-ce que c'est écologique? Est-ce que de chauffer les piscines couvertes en hiver, est-ce que c'est écologique? De mettre en marche des machines pour l'horloger, est-ce que c'est écologique? Donc voilà, c'est vrai, ça consomme un peu d'électricité. Il faut voir aussi les avantages et les inconvénients. Et c'est une piste, à mon avis, qui vaut la peine d'être sereinement étudiée. On va aller continuer notre petite balade en raquette. D'accord. Ça me fera pas de mal en plus de transpirer un petit peu. Pas de commentaires. Ah, j'ai rien dit. On y va. Comme vient de l'évoquer Yann Engel, fabriquer de la glace artificielle dans une patinoire, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus écolo. Mais certains font des efforts, comme ici à Fleurier. La patinoire de Belle-Roche, inaugurée en 1958, récemment renommée Centre de sport de glace du Val-de-Travers, consomme près de 250 000 kWh d'électricité par an, l'équivalent de la consommation annuelle de 70 ménages. L'infrastructure bénéficie de nouvelles installations censées réduire la consommation d'énergie, nous explique David Racheté, notre deuxième témoin. En quoi aujourd'hui elle respecte plus l'environnement, cette glace? Elle respecte plus l'environnement parce que les performances du groupe de froid sont meilleures que le précédent, de l'ordre de 30 à 35%. On a supprimé une grosse partie d'ammoniac, donc au niveau sécuritaire et environnement, c'est aussi nettement meilleur. Le groupe qu'on a aussi permet de récupérer de l'énergie, ce qui n'était pas le cas avant, pour notamment le chauffage des locaux et puis la production d'eau chaude sanitaire. Ça marche comment techniquement, rapidement? Alors ça marche un peu comme un frigo, c'est-à-dire que d'un côté on fait du froid, et puis de l'autre côté, si vous mettez la main à l'arrière de votre frigo, vous avez du chaud qui s'échappe. Nous on récupère ce chaud pour le chauffage des locaux et puis la production d'eau chaude sanitaire. Il y a aussi une innovation, c'est que vous pouvez régler la puissance. Exactement, donc l'ancien groupe de froid était on-off,
0 ou 100%. Le nouveau système de froid actuel vraiment permet de varier la puissance du groupe de 20 à 100%, ce qui nous permet vraiment d'avoir une précision aussi sur la température de la glace, qui peut être importante pour des compétitions comme le patinage artistique par exemple ou le hockey. Il faut savoir que la température de la glace nécessaire n'est pas forcément la même. Ce qu'on ne pouvait pas maîtriser finalement avant, on peut le faire aujourd'hui. Alors vous allez consommer moins d'électricité qu'avant, même si on a un problème parce qu'on n'a pas encore beaucoup de recul puisque c'est une installation très récente. Est-ce que vous pensez, est-ce que dans les statistiques, les objectifs, vous êtes capable de nous dire que vous allez consommer moins ? Alors on va consommer moins. Alors comme vous l'avez dit, on a très peu de recul puisque l'installation définitive fonctionne depuis le mois de novembre et on est encore en phase d'optimisation comme souvent sur des installations techniques. Maintenant, c'est aussi un peu notre philosophie qui fait qu'on souhaitait avoir un centre de glace qui soit le plus économe en énergie possible. Donc on a remplacé l'éclairage qui était un gouffre énergétique important sur l'ancien système par un nouveau système à LED qui consomme à peu près 75% de moins que l'ancien, donc vraiment une grosse économie à ce niveau-là. Alors on reviendra vérifier si tout ça est vrai, hein, monsieur Racheté. Volontiers. Attention. Très volontiers, vous êtes toujours les bienvenus. Ça me fait penser, ces dérèglements climatiques ont forcément un impact sur la faune et la flore, non ? Blaise Mühlhäuser, notre troisième témoin, directeur du Jardin botanique de Neuchâtel, va nous donner des réponses car le jardin fait partie du réseau de surveillance phénologique de Météo Suisse. Blaise Mühlhäuser observe certaines espèces animales et végétales pour mieux déterminer les variations des saisons et mieux comprendre l'influence du dérèglement climatique sur la faune et la flore. Le manque de neige, par exemple, a forcément des conséquences sur les animaux. Les hivers qui sont très peu enneigés ont vraiment une importance vitale pour beaucoup d'espèces qui devraient normalement avoir beaucoup de neige pour pouvoir se protéger. Je pense notamment aux oiseaux de haute montagne comme le grand tétral, la gélinote. S'il n'y a plus de neige, eh bien, ils sont vraiment à la merci du premier prédateur venu. À l'inverse, il y a d'autres espèces, par exemple les chevreuils, les chamois, qui n'arrivent plus à se déplacer dans une neige beaucoup trop haute. Ils vont être poursuivis par des chiens domestiques, des renards. C'est toujours une question de survie, de recherche des solutions pour pouvoir passer un hiver confortablement. Le manque ou le surplus de neige a beaucoup moins de conséquences sur les végétaux qui sont davantage sensibles aux variations de température. Par ailleurs, la flore est un bon indicateur quand il s'agit de déterminer l'arrivée du printemps. Là, on se trouve à côté d'un noisetier qui est vraiment une espèce qui va fleurir très tôt au printemps, voire à la fin de l'hiver. Actuellement, celui-ci, avec ses petits chatons qui sont fermés, il est dans une position, je dirais, normale par rapport aux études qu'on a pu faire sur plus de 60 ans d'observation. Et par exemple, l'année dernière, en 2016, il avait fleuri aux environs du 20 janvier. Au moment où l'on finalisait cette émission, les noisetiers du jardin botanique n'avaient pas encore fleuri totalement. Au 7 mars, le printemps n'est donc pas encore arrivé. J'ai aussi rajouté quelques espèces animales, notamment les batraciens. Je trouve que c'est une très bonne observation de date de début du printemps, les pontes des grenouilles rousses, qui, depuis 10 ans, se situe toujours entre le 18 et le 25 mars. Là, on voit que le décalage, il n'est pas si immense que ça, il est de quelques jours en 50 ans. Et avec toutes ces observations effectuées depuis plusieurs décennies, on constate que le printemps arrive de plus en plus tôt. Le printemps, dans les faits, vient de plus en plus tôt au fil du temps. On a un changement par exemple dans la floraison du hêtre ou des chênes. Les hêtres fleurissent 3 semaines plus tôt qu'il y a 50 ans. Alors doit-on s'attendre à ce que notre climat continental ressemble de plus en plus au climat méditerranéen ? Difficile de prédire avec précision ce que nous réserve l'avenir. Peut-être que dans 25 ans, on sera dans des hivers plus froids et des étés beaucoup plus chauds. Ce n'est pas impossible. Donc même s'il y a un dérèglement climatique dû aux activités de l'homme, on ne peut évidemment pas prédire ce que seront nos saisons dans 30 ou 50 ans. Ce qui semble être beaucoup plus prévisible, ce sont les conséquences de l'activité humaine sur la biodiversité. Selon une étude américaine publiée dans la revue Science, si nos émissions de gaz à effet de serre se poursuivent au rythme actuel, une espèce animale sur 6 risque de disparaître sous les effets du réchauffement climatique. Eureka, c'est terminé pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, on se retrouve dès le mois prochain et on parlera bien sûr énergie et développement durable. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut!
C'était Eureka avec Viteos. 10 ans à vos côtés.